Bienvenue à la webconférence de la cohorte CEPAGE. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette deuxième édition. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Johanna Lepeul, chercheure à l'INSERM et responsable de la thématique pollution de l'air et climat au sein de la cohorte CEPAGE. Johanna va vous faire une présentation de 20 minutes. Elle vous parlera de changement climatique et santé de l'enfant. Vous pourrez, à l'issue de cette présentation, poser des questions directement dans le chat. Il y a un petit onglet en bas qui s'appelle Q et R. N'hésitez pas aussi à poser vos questions pendant la présentation et à l'issue de la présentation, Johanna répondra à vos questions. La présentation est enregistrée et sera accessible dans quelques jours à tous. Très bonne conférence et je laisse donc la parole à Johanna Lepeu. C'est bon? Ouais. Ok. Merci Sarah, merci à tous et bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir derrière votre écran. Je suis ravie de vous présenter. Hop, est-ce que ça des diapos? Ah non, je n'étais pas sur le bon écran. Ça y est. Voilà, je suis ravie de vous présenter les résultats que nous avons obtenus grâce aux données de la cohorte CEPAGE sur les effets du changement climatique sur la santé et le développement de l'enfant. Donc les impacts, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec le contenu de ma présentation. Donc les impacts du changement climatique sur la santé humaine, ils sont multiples. Ils peuvent être liés à des augmentations de température, à l'augmentation du niveau des mers, aux allergènes, à des modifications d'une manière générale de l'environnement et à sa dégradation. Et ces impacts sur la santé, ils peuvent être plus ou moins directs. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les impacts de la température et en particulier de la chaleur, qui sont des impacts directs sur la santé. Donc en France, aujourd'hui, le constat, il est relativement parlant. Vous voyez sur ces deux infographies, donc l'une de Météo France à gauche et l'autre de Santé publique France à droite. Donc à gauche, vous voyez représenter les vagues de chaleur qui ont été observées en France depuis 1947. En fonction, donc la taille du cercle, elle est fonction de la durée de la vague de chaleur, donc en abscisse, et de l'intensité de la vague de chaleur en ordonnée. Donc l'intensité, en fait, c'est la température maximum observée pendant la vague de chaleur. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que sur la période 1947-1983, donc 37 années, on a recensé 10 épisodes de vagues de chaleur. Et sur les 40 années qui suivent, donc 1984-2020, on a 37 épisodes. Donc on voit que la fréquence augmente. On voit aussi que la durée et l'intensité de ces vagues de chaleur augmentent avec des cercles qui sont de plus en plus gros. Et puis, on voit aussi sur les nombres de jours de vigilance canicule émis par Santé publique France, une augmentation de ce nombre de jours de vigilance, que ce soit les vigilances jaunes, oranges ou rouges. Et on a aussi une augmentation d'une manière générale de ce qu'on appelle l'étendue géographique de ces vagues de chaleur. Elles ne concernent pas, par exemple, uniquement le sud de la France. Et aussi de leur période de survenue. On a, par exemple, vu des vagues de chaleur en septembre. Donc, qu'est-ce que l'on connaît des effets de la température et en particulier de la chaleur sur la santé? Donc, la chaleur a des effets, augmente la mortalité. Elle cause des décès. Donc en France, par exemple, pendant la vague de chaleur de 2003, on a eu environ 15 000 décès en excès entre le 1er et le 15 août. Et en Europe, 70 000. Donc c'était une vague de chaleur qui était vraiment très particulière. Aucun événement comparable depuis, sur la période 1970-2020, n'a été observé comparable à cette vague de chaleur de 2003. Et puis, vous avez ici une représentation, alors qu'elle est limitée à la zone de Paris, mais de la température pendant cette vague de chaleur d'août 2003. Donc, la température qui est en noir pointillé en 2003. Et puis, pour comparaison, la température qui était observée en 1999 et 2002. Donc, on voit que cette vague de chaleur de 2003, elle est vraiment très intense et particulière. Et on voit en parallèle le nombre de décès qui augmente assez fortement sur cette période. La chaleur peut aussi avoir des impacts sur un large éventail
d'effets sur la santé au sens large, sur différentes fonctions physiologiques, sur par exemple le poumon avec une augmentation du rythme respiratoire, une aggravation des allergies et de l'asthme, sur la fonction cardiaque avec des troubles du rythme cardiaque, une réduction du flux sanguin vers le cœur. Et puis dans les cas les plus sévères, l'exposition à la chaleur peut aboutir à des crises cardiaques ou à des accidents vasculaires cérébraux. Au-delà de ces effets de la chaleur, on identifie également des populations qui sont plus ou moins vulnérables à la chaleur. Cette vulnérabilité, elle est observée notamment dans les populations qui, d'une manière générale, ont une maladie préexistante ou, dans certains cas, des populations qui prennent des traitements médicaux qui vont potentiellement favoriser ces effets de la chaleur sur la santé. Les extrêmes de l'âge aussi sont des populations particulièrement vulnérables. Bien sûr, j'y reviendrai largement dans ma présentation. Donc, les enfants et les personnes âgées, et puis les femmes enceintes. J'y reviendrai juste après. Et puis, les populations qui sont particulièrement exposées. Donc, les populations sans abri, les travailleurs en extérieur et les populations qui vivent dans ce que l'on appelle les îlots de chaleur urbains. Donc, j'y reviendrai également un peu plus tard dans la présentation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une manière générale, plus la chaleur est intense et sévère, et plus l'ensemble de la population est concernée. Voilà, la chaleur, une fois qu'elle est particulièrement intense, ne va pas concerner uniquement les populations vulnérables. C'est vraiment l'ensemble de la population qui va être concernée par le risque sanitaire. Alors, je vais me focaliser à présent sur la vulnérabilité dite développementale. Donc, la vulnérabilité développementale, ça comprend la phase de la grossesse et les premières années de vie, donc l'ensemble du développement. Pourquoi on s'intéresse à cette période? Parce que l'on sait que des expositions, alors au sens large, hein, que ce soit la chaleur, la pollution de l'air, le tabagisme, des expositions donc, pendant ces périodes de développement vont pouvoir avoir des effets à court terme sur le développement du fœtus ou le développement de l'enfant, mais aussi à beaucoup plus long terme sur la croissance et le développement au sens large de l'enfant, que ce soit le développement neuropsychologique ou respiratoire, et puis également sur les maladies chroniques de l'adulte. Alors comment et pourquoi ces effets se produisent, on ne connaît pas exactement les causes, mais il y a des phénomènes de ce qu'on appelle de programmation précoce, c'est-à-dire que notre corps et nos cellules, d'une manière générale, enregistrent les expositions auxquelles on est confronté pendant la phase de développement. Et cette mémoire cellulaire va pouvoir s'exprimer beaucoup plus tard, parfois pendant l'enfance ou à l'âge adulte, par exemple, via des maladies chroniques. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de recherche de la DOAD en anglais, en français, l'origine développementale de la santé et des maladies. Donc, en France, il y a un grand nombre de chercheurs qui font partie de la société savante de la DOAD, donc la société francophone de la DOAD. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller visiter le site web. Il y a pas mal d'informations sur les travaux qu'on peut mener dans nos différents laboratoires. Donc, qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui des effets de la température et de la chaleur sur les issues de grossesse? Alors, pourquoi les issues de grossesse? C'est ce que je disais juste avant, c'est que, alors, ce que l'on appelle les issues de grossesse, c'est le poids de naissance. Donc, par exemple, un petit poids de naissance, donc un enfant qui naît et qui pèse moins de 2500 grammes, ou la prématurité. Donc pourquoi on s'intéresse à ces issues de grossesse? Parce que l'on sait que ces enfants qui vont naître prématurés ou avec un plus petit poids de naissance, ils auront un risque accru pendant l'enfance ou à l'âge adulte d'avoir soit des troubles du développement, soit des maladies chroniques. Donc jusqu'en 2015, comme vous le voyez ici, il y avait assez peu de travaux sur les effets de la température et de la chaleur d'une manière générale sur ces issues de grossesse. Depuis, c'est un domaine de recherche qui est vraiment très florissant et qui s'est beaucoup développé. Et lorsqu'on a commencé nos travaux sur la cohorte cépage pour s'intéresser à la prématurité, ce qui existait dans la littérature et ce qu'on connaissait, c'était finalement les effets d'une exposition aiguë. Alors, une exposition aiguë, c'est une exposition à la chaleur, dans le cas qui nous intéresse ici, qui va survenir dans les jours qui précèdent la naissance. Donc là, j'ai mis 10 jours, mais voilà, c'est pas
aussi précis que ça. Donc, il y avait des travaux qui avaient montré qu'une exposition aiguë à la chaleur pouvait accroître le risque de prématurité. Nous, la question qu'on s'est posée dans ces pages et l'hypothèse qu'on a faite, c'est que l'exposition aiguë, certes, pouvait avoir un effet sur la prématurité, notamment, par exemple, sur des mécanismes de déclenchement de l'accouchement, euh, en agissant sur les contractions. Mais l'exposition chronique tout au long de la grossesse et depuis la conception pouvait aussi, potentiellement par d'autres mécanismes que ceux de l'exposition aiguë, mais ces expositions chroniques pouvaient aussi avoir un effet sur la durée de la grossesse et notamment sur la prématurité. Donc, on s'est intéressé à chacune de ces semaines de grossesse, donc ici représentées de la première à la 35e, et puis aussi aux expositions aiguës. Alors, comment on a fait pour estimer ces expositions? Donc, vous avez une représentation ici donc c'est le Y grenoblois, et puis les points blancs et bleu, c'est la localisation des stations Météo France, donc qui mesurent la température et d'autres paramètres. Ces stations, donc on aurait pu les utiliser pour évaluer les expositions à la chaleur, mais pour nous, elles ne sont pas assez nombreuses pour arriver à qualifier vraiment les variations spatiales de la température. Vous le voyez, il y en a 4 ou 5 autour de l'agglomération, et par exemple, il n'y a pas de station dans l'hypercentre. Et ça ne nous permet pas de capturer non plus ce que l'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est quoi? C'est une zone urbaine dans laquelle il y a une accumulation de chaleur et qui, une fois la nuit venue, eh bien, cette chaleur, elle a du mal à se dissiper parce qu'elle est bloquée par une couche d'air froid au-dessus de la ville. Et finalement, la différence entre la température de jour et la température de nuit dans cet îlot de chaleur, dans cette zone urbaine, elle va être très mince. Si on compare aux zones autour de la zone urbaine, qui sont des zones un peu plus rurales, où là, la température nocturne va vraiment redescendre. Et pourquoi on s'intéresse particulièrement à ces îlots de chaleur urbains? Parce qu'aujourd'hui, 80% de la population vit dans des zones urbaines et que cette proportion tend à s'accroître. Donc, tout ça pour dire que pour estimer l'exposition à la température et à la chaleur, on a utilisé des modèles. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ces modèles, mais c'est juste pour vous montrer les variations spatiales qu'on arrive à capturer. Donc, on le voit ici. Ces modèles, ils ont une résolution de 200 mètres. Ça veut dire que deux femmes qui habitent à une distance de 200 mètres ou plus, ou 300 mètres, on est capable de différencier leurs expositions à la température ambiante avec avec de très bonnes performances et une très bonne validité. Vous nous avez confié vos adresses résidentielles. Donc, ces adresses, on a fait ce que l'on appelle un géocodage. Donc, on leur a affecté des coordonnées longitude et latitude, ce qui nous permet de les mettre sur une carte. Et en superposant les cartes que je vous ai montrées juste avant de température, on arrive pour chacune des participantes de la cohorte cépage et pour chacune de leurs adresses et chaque jour de la grossesse à estimer, à reconstruire cet historique d'exposition à la température et à la chaleur. Alors, on s'est intéressé à la prématurité dans ces pages, mais on a aussi mis en commun avec d'autres cohortes, et notamment la cohorte Eden, qui est une cohorte qui était localisée à Nancy et à Poitiers, et la cohorte Pélagie, qui est une cohorte bretonne. Donc, ces deux cohortes, elles sont un peu plus anciennes que ces pages. Pourquoi on a mis nos données en commun? Parce que la prématurité, heureusement, c'est un événement relativement rare et on en avait peu d'enfants prématurés dans la cohorte cépage. Donc ça nous permettait ici d'avoir un nombre plus important et des résultats plus robustes. Donc au total, on a travaillé sur une population de 5347 participantes, parmi lesquelles 232 avaient eu des enfants prématurés. Donc, on a regardé l'exposition à la chaleur. Donc, on s'est intéressé à la chaleur nocturne. Donc, en l'occurrence, ici, elle était définie comme une température supérieure à 15,7 degrés la nuit
Et donc, on a regardé donc, ce qu'on a appelé ici l'exposition chronique, donc la température nocturne pendant chacune des semaines de la grossesse, donc ici de 0 à 26, 27. Et puis, une exposition plus aiguë sur les 30 jours qui précèdent l'accouchement. Et ce que l'on a observé ici, en premier lieu, c'est une absence d'effet de l'exposition aiguë. Donc, on n'a pas observé d'effet de la chaleur lorsqu'elle se produit dans les 30 jours avant la naissance sur le risque de prématurité. Ce que l'on a observé cependant, c'est un effet de la chaleur ici lorsqu'elle se produit entre la 20e et la 26e semaine de grossesse avec un risque de prématurité qu'on a estimé multiplié par 2,9. Et également un risque de prématurité multiplié par 2 lorsque les femmes étaient exposées à la chaleur entre la conception et la 5e semaine de grossesse. Donc, on a ensuite regardé, on a fait les analyses en utilisant cette fois la température diurne, donc la température qu'on observe le jour, c'est ce qui est matérialisé ici en orange. Et ici, ce qu'on observait, c'est pas d'effet de la température diurne sur le risque de prématurité. Donc ici, la chaleur, elle était définie comme une exposition supérieure à 29,3 degrés la journée. Donc au total, les deux enseignements principaux de ce travail, c'est on voit un effet de l'exposition à la chaleur nocturne uniquement et pas à la chaleur diurne sur le risque de prématurité. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça fait écho à d'autres travaux dans la littérature qui ont montré ça également. Et on sait que voilà, quand la température nocturne peine à redescendre, c'est là où les organismes sont mis à rude épreuve et il y a une souffrance physiologique qu'on retrouve ici sur le risque de prématurité. Et puis le deuxième enseignement, c'est les fenêtres de vulnérabilité. On identifie ici voilà, deux périodes, donc le tout début de la grossesse et puis la 20e à la 26e semaine, pendant lesquelles l'exposition à la chaleur pourrait être plus délétère vis-à-vis du risque de prématurité. Donc ça, c'est ce que l'on a observé pour la prématurité. Ensuite, on s'est posé la question de savoir si ces effets, on pouvait les retrouver plus tard sur le développement de l'enfant. Donc dans la littérature scientifique, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est encore très peu étudié, les effets à long terme sur le développement de l'enfant de l'exposition à la chaleur. Donc ici, on s'est intéressé dans ces pages à la fonction ventilatoire. Donc vous vous rappelez probablement que la fonction ventilatoire a été mesurée sur les nouveau-nés à l'âge de 2 mois environ, grâce à un petit masque qui était apposé sur le visage des enfants pendant le sommeil. Et donc, de la même manière qu'on l'a fait pour la prématurité, on s'est intéressé cette fois à l'exposition à la chaleur. Donc, toujours pareil, on a considéré une exposition aiguë dans les 6 jours qui précédaient l'examen de fonction ventilatoire. Et puis, dans les premières semaines de vie, donc en l'occurrence ici, la semaine 1 à 4 après la naissance. Et on a également considéré une exposition chronique tout au long de la grossesse, depuis la conception. On s'est dans un premier temps intéressé à l'effet chez les nouveau-nés filles. Et ce que l'on a observé ici, c'est un effet alors, de la chaleur nocturne lorsqu'elle survient entre la 21e semaine de grossesse et la 4e semaine de vie de l'enfant, avec une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle. C'est un des paramètres de fonction ventilatoire qui a été mesuré. C'est le volume d'air qui reste dans le poumon après une expiration. Et puis également une diminution aussi qu'on retrouve lorsqu'on s'intéresse à la chaleur diurne, donc des résultats qui sont assez consistants. On observait également une baisse du volume courant associée toujours à la chaleur nocturne, alors sur une fenêtre de temps qui est un petit peu différente, qui est entre la 29e semaine de grossesse et la 4e semaine de vie. Et puis également une augmentation du rythme respiratoire chez les filles associée à une exposition à la chaleur au cours de la 15e semaine de grossesse jusqu'à la 4e semaine de vie. Donc ça, c'est pour les nouveau-nés filles. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait dans la population des nouveau-nés garçons. Et là, vous voyez que le tableau est un petit peu différent. Donc, on observe effectivement quelques effets un peu sporadiques ici d'une exposition aiguë à la chaleur
diurne, et puis ici également sur le rythme respiratoire. Mais globalement, on voit que ces effets, ils sont pas forcément consistants ou cohérents, et qui sont beaucoup moins nombreux que pour les filles. Donc là, les enseignements de ce travail, c'est à nouveau, on identifie des fenêtres de vulnérabilité, mais finalement uniquement pour les filles. Donc ce qui pourrait suggérer que les nouveau-nés filles seraient plus à risque en termes d'effet de la chaleur sur la fonction ventilatoire. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce type de résultat? Donc, en science, ce n'était pas l'étude la plus récente, ni la plus médiatisée, ni quand on a une seule étude que l'on peut arriver à conclure de manière certaine. C'est vraiment un ensemble d'études reproduites dans différents contextes, dans différents pays, qui vont permettre d'obtenir un consensus scientifique et de pouvoir vraiment se prononcer sur la causalité des effets de la chaleur sur le développement de l'enfant d'une manière générale. Et bien sûr, les études qui ont des méthodologies vraiment rigoureuses pèsent plus lourd dans ce poids d'épreuve. Et puis, bien sûr, c'est la suite des travaux. Donc, ces travaux, ils vont se poursuivre sur d'autres aspects du développement de l'enfant que la fonction ventilatoire, notamment sur les aspects de neurodéveloppement. On va aussi pouvoir explorer les mécanismes sous-jacents parce que ces fenêtres de vulnérabilité qu'on a mis en évidence, elles nous renseignent aussi sur les mécanismes potentiellement en jeu. Quand on identifie que c'est plutôt le début de la grossesse ou plutôt la fin de la grossesse qui serait à risque, ça nous permet, nous, d'aller chercher, par exemple, des biomarqueurs ou des choses un peu plus fines sur ces périodes qui nous permettent de mieux comprendre. Et ultimement, mieux comprendre, c'est mieux prévenir les effets. Et puis, bien sûr, on va exploiter aussi les données des thermomètres du suivi en cours, puisque les enfants au suivi à 8 ans portent des thermomètres. Qu'est-ce que l'on peut faire pour prévenir l'exposition à la chaleur et ses effets? Alors, c'est une question complexe. Il y a d'une part tout ce qui est stratégie d'atténuation et d'autre part d'adaptation. Donc, l'atténuation, c'est principalement se détourner des énergies fossiles. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet. Mais si ça vous intéresse, il y a la littérature et notamment les rapports du GIEC qui détaillent longuement ce que l'on peut faire au niveau de l'atténuation. Et puis sur l'adaptation, là, c'est vraiment l'idée de pouvoir limiter les expositions quand elles surviennent, donc, qui consiste principalement à développer des interventions qui visent à réduire cette exposition, donc avoir par exemple des centres de rafraîchissement, des systèmes d'alerte précoces, des messages ciblés en direction des populations vulnérables, et puis des stratégies de planification urbaine, notamment avec l'augmentation des espaces verts pour limiter l'exposition à la chaleur. Et puis, de manière plus pratique et pragmatique, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à visiter le site web de Santé publique France sur Vivre avec la chaleur, qui comprend beaucoup de conseils très pratiques et assez précieux pour mieux vivre quand il fait chaud. Et également un deuxième site de Santé publique France également qui porte sur les 1000 premiers jours et qui là est plus général et qui ne concerne pas uniquement la chaleur, mais qui contient des conseils d'une manière générale pour les jeunes parents. Donc voilà, on arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie en tant que participant CEPAGE parce que votre participation et vos données sont très précieuses. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire ce genre de travaux. Et puis j'en profite aussi pour remercier nos financeurs, principalement ici la Fondation de France et également le CNRS et l'Université Ben Gurion. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup, Johanna. Alors, on a déjà des premières questions que je vais te poser. Alors, on a une question qui nous dit, donc, d'autres études à l'international sont-elles en cours? Et si oui, leurs conclusions vont-elles dans le sens que les résultats présentés ce soir? Alors, merci. Donc, j'ai parlé de la prématurité et de la fonction ventilatoire. La fonction ventilatoire, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres travaux qui se sont intéressés aux effets de la chaleur sur le développement de la fonction pulmonaire ou de la fonction ventilatoire.
Et sur la prématurité, oui, il y a des travaux qui vont dans ce sens. Alors nous, on n'a pas mis en évidence, comme je le disais, d'effets de l'exposition aiguë, mais plutôt des effets de l'exposition chronique. Il y a d'autres travaux depuis qui montrent des effets dans ce sens. Donc l'idée vraiment maintenant, comme je le disais, c'est un champ de recherche qui s'est vraiment beaucoup développé. Euh, L'idée maintenant, c'est vraiment d'aller vers une synthèse de toutes ces données, de tous ces travaux qui ont été faits dans différents pays, dans différents climats, pour arriver à avoir une synthèse et une vue d'ensemble et pouvoir se prononcer vraiment sur la causalité des effets de la chaleur sur la prématurité et pouvoir mener des actions, in fine, de prévention. Alors, on a une autre question. Vous parlez de méthodologie rigoureuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que celles que vous avez présentées ce soir sont jugées comme telles? Et qui juge la rigueur des méthodes? Très bonne question, merci. Alors, qui juge la rigueur des méthodes, c'est ce qu'on appelle nos pairs. Donc, c'est des scientifiques. Voilà, donc en fait, les résultats que j'ai montrés, donc je ne l'ai pas dit, mais je l'avais écrit. Donc, le processus, c'est que c'est des résultats qui sont ensuite publiés dans des journaux scientifiques. Et lorsqu'on soumet ces résultats pour publication à un journal scientifique, eh bien, le journal l'envoie à d'autres chercheurs du domaine qui évaluent anonymement le travail qu'on a fait et qui se prononcent et qui nous demandent parfois des modifications, nous posent des questions, etc. Et puis, alors sur la robustesse et la rigueur des méthodologies, alors un exemple ici que je peux donner, c'est bah voilà, les efforts qu'on a fait de modélisation de la température. On a un modèle qui nous permet d'estimer les variations de température à une échelle spatiale de 200 mètres. C'est quelque chose d'assez innovant et qui permet de limiter ce qu'on appelle l'erreur de mesure. C'est-à-dire que par exemple, si on avait un modèle dont la précision spatiale était seulement de 1 km, eh bien, est-ce qu'on fait encore mes slides, Sarah? Oui, on les Ouais, voit encore. ok, Ouais. je vais le montrer. Eh bien, je vais le mettre en grand. Donc, par exemple, c'était pas celle-là. Par exemple, voilà. Donc, ça, c'est un carré d'un kilomètre. Eh bien, toutes les femmes qui habitent dans ce carré d'un kilomètre, on ne pourrait pas distinguer les variations de leur exposition. Et ça s'appelle de l'erreur de mesure. Et l'erreur de mesure, dans notre domaine, c'est un peu problématique parce que bah, ça rend les résultats moins précis et moins robustes. Donc, voilà, c'est un exemple de méthodologie rigoureuse et robuste euh, qui alourdit le poids des preuves. Alors, on a une autre question. Le nerf de la guerre est l'argent. Dans ce contexte, est-ce que vos travaux sont considérés dans les mesures d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, en considérant le coût d'un prématurité, par exemple, un prématuré, pardon, par exemple? Est-ce que nos travaux sont pris en compte dans le coût? Alors, c'est une question complexe. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que j'ai parlé un peu de causalité, de poids d'épreuve. Euh, Par exemple, sur la prématurité, une fois qu'on a assez de niveau d'évidence, qu'on est capable de dire, voilà, la chaleur, ça cause des naissances prématurées, eh bien, on va avoir des scientifiques en économie qui vont pouvoir estimer le coût de cette prématurité d'un point de vue purement pécuniaire, en prenant en compte les coûts de santé de la prématurité, etc. Et in fine, eh bien, de pouvoir calculer les économies qu'on ferait par telle ou telle mesure d'adaptation ou d'atténuation si on arrivait à réduire cette prématurité, combien d'euros on économiserait. Et vous avez raison, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et en fait, pour arriver à convaincre les décideurs, c'est avec ce genre d'argument qu'il faut arriver. Alors, est-ce que vous avez pu prendre en compte tous les événements, les facteurs pouvant jouer dans le développement des maladies, par exemple les antécédents familiaux, les traumatismes durant la grossesse, etc.
Alors oui, merci pour cette question. Donc effectivement, donc là, vous parlez des traumatismes pendant la grossesse ou d'autres. Il y a effectivement plein d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la prématurité et certains d'entre vous sont certainement très au fait de cela. Et c'est quelque chose auquel on fait très attention. C'est entre guillemets notre principale préoccupation. Quand on s'intéresse aux effets de la chaleur, euh, on évalue aussi, euh, entre guillemets, tous les autres effets. Par exemple, on a retiré, lorsqu'on évalue les chiffres que je vous ai présentés, dans les chiffres que je vous ai présentés, par exemple, il y avait un risque multiplié par 2 de prématurité. Ce risque, il tient compte de, par exemple, de l'effet du tabac. On a retiré l'effet du tabac pour uniquement identifier l'effet de la chaleur. On a retiré l'effet de la prématurité, l'effet... Et c'est aussi pour ça qu'on collecte beaucoup de données et beaucoup d'informations et qu'on vous en demande beaucoup pour vraiment arriver à affiner nos estimations et à avoir des résultats robustes et qui pèsent dans la balance du poids des preuves. Alors, quelle piste imaginez-vous pour expliquer la plus forte vulnérabilité des filles à la chaleur par rapport aux garçons observés dans vos études? Merci. Celle-là, elle n'est pas facile. Euh, alors, d'une manière générale, voir des résultats qui sont des risques qui sont différents chez les filles et les garçons, c'est pas forcément surprenant parce qu'il y a des mécanismes génétiques, épigénétiques, hormonaux qui peuvent expliquer des résultats différents, des, comment dire, une sensibilité, une vulnérabilité biologique différente entre filles et garçons. Après, ici, pour ce résultat en particulier où les filles étaient plus sensibles à la chaleur, en ce qui concerne leur développement pulmonaire, j'ai pas d'hypothèse très précise. Comme je le disais, c'est la première étude sur ce sujet. Par contre, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On a d'autres travaux en cours qui mesurent, par exemple, où on regarde plus en amont, par exemple, au cours de la grossesse, où on mesure des biomarqueurs d'inflammation, de stress oxydant pour essayer vraiment de comprendre ce qui mène à ces résultats et notamment à cette plus grande susceptibilité chez les filles. Est-ce que les données qui permettent de mesurer l'exposition à la température sont accessibles? Alors oui, elles sont accessibles. Donc c'est nous qui les avons produites. Elles devraient être en ligne, mais ne le sont pas encore pour des problèmes techniques parce que c'est des données qui sont très lourdes et qu'on peine à faire héberger. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie les fichiers de données. Comment faire la différence entre ce qui relève de la chaleur et ce qui relève d'autres facteurs? Par exemple, ma nièce est née prématurée, pardon, un jour de forte chaleur. Sa mère était allée à la piscine pour se rafraîchir. Dans ce cadre, comment faire la différence entre ce qui relève de la chaleur et ce qui relève de l'activité sportive? Merci, oui. Alors effectivement, c'est pas complètement évident. Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure sur les événements, la prise en compte des événements pendant la grossesse, etc. Euh, pour le cas particulier de votre nièce, je ne saurais pas répondre parce que c'est vraiment un cas individuel et nous, dans nos études épidémiologiques, on raisonne au niveau de la population. Donc on regarde si en moyenne, les femmes qui sont plus exposées à la chaleur ont un risque de prématurité accru. Et comme je le disais avant, on prend en compte les autres facteurs de risque de prématurité. Euh, L'activité sportive en est un, mais qui peut aussi, dans certains cas, être un facteur protecteur d'une manière générale sur la santé. Mais on prend en compte ces différents facteurs et pour essayer de n'identifier que l'effet de la chaleur. Alors, il y a toujours, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces travaux, il y a toujours ce qu'on appelle un risque résiduel sur un facteur qu'on aurait mal pris en compte, mal mesuré ou qu'on n'aurait pas pris en compte. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'études de réplication qui soient faites dans différents contextes, dans différents pays, qui soient répétées, etc., pour arriver à établir vraiment ce consensus scientifique. Est-ce que les climatisations sont prises en compte?
Alors, très bonne question. Donc, l'information des climatisations, donc on l'a recueillie. Dans les résultats que je vous ai présentés, cette information n'était pas prise en compte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la climatisation, alors, Cépage est une cohorte plus récente, mais pour Eden et Pélagie, pour l'étude sur la prématurité, Eden et Pélagie sont des cohortes plus anciennes où il y avait quand même encore assez peu de climatisation en France par rapport à d'autres pays, par exemple. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre en compte dans les futures études cépage. C'est pas un facteur complètement crucial. En tout cas, c'est pas un facteur qui remet en cause nos résultats parce que même si on a recueilli cette information, la climatisation, l'information de la climatisation, elle est recueillie au domicile. Ça renseigne pas sur ce qui se passe pour cette femme dans les autres lieux qu'elle visite, sur son lieu de travail, etc. Et puis surtout, ce qu'on va pouvoir prendre en compte maintenant, c'est les thermomètres qui vont vraiment beaucoup nous aider. Donc les thermomètres que portent actuellement les enfants dans le suivi 8 ans, où là, l'avantage du thermomètre, c'est une mesure vraiment précise de température et qui suit l'enfant dans tous ses lieux, dans son domicile, dans son école, dans ses activités, etc. Et c'est une vraie mesure individuelle de l'exposition. Et on a une dernière question. Est-ce que les modifications vues dans vos études sur la santé respiratoire, par exemple, sont considérées comme pathologiques? Alors, très bonne question, merci. Non, alors c'est important de le dire, effectivement, elles ne sont pas considérées comme pathologiques. On travaille vraiment sur une population là, qui est saine. Et les modifications qu'on observe, alors déjà, il y a un intervalle de confiance, il y a toujours un risque d'erreur, etc., comme je l'ai expliqué avant. Mais elles ne sont pas pathologiques, c'est des variations. Alors, ça peut ultérieurement, dans certains cas, devenir pathologique, etc. Mais ce que l'on observe, ce n'est pas de la variation pathologique, c'est de la variation individuelle, la variabilité individuelle. Merci beaucoup, Johanna. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Ok, merci Euh, donc, beaucoup. on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie vraiment de vous être connectés ce soir. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre participation et on espère pouvoir renouveler à nouveau les webconférences en vous en proposant une l'année prochaine ou peut-être avant si on y arrive. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée.